Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette seconde journée du CEFIA 2022, 25e édition de l'événement phare du secteur agroalimentaire. Je suis Pierre Christen, journaliste spécialisé en agroalimentaire. J'ai le plaisir d'animer ces matinées chaque matin. Nous allons vous proposer un condensé d'informations clés pour relever les défis posés par les transitions en cours. Hier, nous avons mis le cap sur des ingrédients bons pour la santé, bons pour la planète. Demain, ce sera la révolution de l'emballage. Et ce matin, place à l'usine bas carbone. Un programme concocté par 3 partenaires, Bretagne Développement Innovation, le pôle Valorial et l'association Bretagne des entreprises de l'agroalimentaire. Et pour introduire cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. On peut l'applaudir. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, ce thème de l'usine bas carbone, il a été choisi il y a quelques mois à l'aune des répercussions du réchauffement climatique déjà très prégnantes sur le secteur agroalimentaire, les aléas climatiques qui provoquaient des hausses de cours de matières premières, déjà un renchérissement des coûts de l'énergie. Et puis aujourd'hui, hélas, nous le savons tous, l'actualité est dramatique en Ukraine. Nous vivons toujours une crise agricole et surtout une crise énergétique. Ce thème de la décarbonation, Loïc Chenet-Girard, il est plus que jamais d'actualité. Oui, il est d'actualité, il est même indispensable à la survie de nos modèles économiques et j'ai même envie de dire à la survie de l'humanité. Si on regarde un peu plus loin, on regarde des enjeux du changement climatique. Rappelez-vous, il y a un an, certains sont passés à travers sans le voir, mais nous étions en campagne pour les élections régionales et à l'époque, j'avais un mantra, un slogan qui était « plus d'emplois, moins de carbone ». Le plus d'emplois, moins de carbone, je l'avais posé sur le thème de la compétitivité. Et aujourd'hui, on voit que ce plus d'emplois, moins de carbone, il est indispensable pour la compétitivité, mais même pour la survie de vos entreprises, parce qu'il y a ce risque, et on le voit avec l'Ukraine, et c'est même dramatique à ce moment-là de parler de ces enjeux de compétitivité quand on sait que des hommes, des femmes, des enfants vivent sous les bombes et luttent pour leur survie. Mais c'est un fait, c'est un sujet sur lequel nous devons travailler. Et puis l'envolée des cours, vous le voyez tous les matins. Et puis, bien entendu, les réglementations qui vont évoluer et qui vont évoluer encore plus vite. C'est-à-dire que ce que je disais il y a encore 2 mois, 3 mois en arrière en disant préparez-vous, la taxonomie européenne va évoluer, il va y avoir des impacts sur l'accès aux banques, l'accès aux marchés financiers pour pouvoir investir dans vos usines, ça va s'accélérer de manière gigantesque parce que tout simplement le marché là, va pouvoir absorber des chocs plus rapides avec cette crise. Et quelle est votre feuille de route décarbonation, en particulier sur le volet industriel ? La feuille de route, c'est d'abord de réduire notre consommation. Réduire notre consommation partout où c'est possible. Et les structures de l'innovation qui nous accompagnent travaillent là-dessus. On peut réduire notre impact environnemental, notre trace environnementale sur plein de sujets sur lesquels on peut travailler. J'ai entendu le mot d'emballage tout à l'heure, ça fait partie des sujets. Même si de temps en temps il y a de fausses bonnes idées, il faut regarder pour réduire tout ce que l'on peut réduire en termes de consommation d'énergie. Et en ce moment, je pense que chacun y pense chaque jour. Le deuxième volet, c'est de produire de l'énergie. Et par moments, il y avait quelques moments de solitude sur les sujets de production énergétique, sur les champs éoliens en mer ou sur les sujets de méthanisation. Et on voit bien que ça redevient un sujet de souveraineté très très massive sur lesquels on doit travailler. Et puis ensuite, c'est l'électrification et la capacité à travailler sur le passage d'une énergie à l'autre. Quand on parle d'hydrogène, on sait qu'on parle d'hydrogène pour ensuite aller soit produire de l'énergie, soit être capable de recombiner des molécules pour produire des énergies thermiques qui sont issues, encore une fois, de l'hydrogène et de la recomposition avec du CO2. Tous ces sujets-là, les entreprises, les grands groupes mondiaux, les grands groupes européens et bien sûr les entreprises bretonnes doivent y travailler avec en tête, encore une fois, notre volonté de continuer à produire en Bretagne. Il faut continuer à produire en Bretagne et notamment ce sujet de l'alimentation. La Bretagne, c'est une terre de pêche, c'est une terre d'agriculture, mais c'est aussi une terre de transformation. C'est pour ça que je suis ravi d'être au CFIA, j'y viens depuis des années et des années. C'est indispensable et on doit redonner la fierté à ces entreprises de l'agroalimentaire qui sont indispensables à notre souveraineté et à notre Bretagne, parce qu'on peut concilier la qualité de vie, le plaisir de vivre en Bretagne et la fierté de voir des industries se développer dans nos territoires. Loïc Chenet-Girard, effectivement, une perspective à moyen, long terme, à très court terme, c'est une véritable crise que l'on vit avec une envolée des prix. On sait que l'industrie agroalimentaire est très dépendante de certaines énergies, en particulier le gaz. Est-ce que des mesures de très court terme, d'urgence, peuvent être prises ? Alors effectivement, toutes les énergies sont aujourd'hui couplées sur le gaz.
tous les calculs de prix sont en Europe couplés sur le gaz. Donc là, il y a des débats en cours au niveau européen, au niveau national pour ces sujets de découplage. Ça viendra dans les prochaines semaines, mais en attendant, le sujet, c'est comment je paye la facture de ce mois-ci. Le sujet, c'est comment je passe là le mois qui vient. Je le sais pour les pêcheurs, je le sais pour les serristes, je le sais pour certaines industries consommatrices de beaucoup d'énergie. Et puis après, il y a des chocs sur les matières premières. Il y a les prix, mais il y a aussi l'arrivée de certaines matières premières. On pourrait parler des engrais, on pourrait parler de certains aliments. On peut voir que la région est propriétaire des ports. Hier soir, j'étais avec le préfet de région. On a 2 bateaux coincés dans les ports sur décision des autorités. C'est des bateaux russes avec à l'intérieur des marchandises, avec des hommes et des femmes. Donc les impacts pour la Bretagne sont plus importants que ce que l'on croit. Donc il faut bien entendu rester solidaire de du président de la République, de l'Union européenne, de la communauté internationale sur ces chocs considérables et cette guerre innommable que nous sommes en train de vivre, et puis développer des stratégies de court terme, de moyen terme, de long terme, pour faire en sorte d'être le moins possible abîmé, même si je sais que pour certains DAF et certains patrons d'entreprises en ce moment, l'angoisse du lendemain, elle est majeure. Effectivement, la décarbonation, on a parlé du volet industriel, c'est aussi le volet agricole. On sait que si on fait le bilan carbone de la production d'un aliment, c'est la part la plus importante, jusqu'à 60% et vient de la matière première. La région est effectivement une terre de production agricole, une terre de production animale. Qu'est-ce que ça veut dire la décarbonation? Est-ce que ça veut dire aussi peut-être un développement des alternatives végétales? Alors, bien entendu que les alternatives végétales ne m'ont pas attendu pour se développer, et c'est très bien ainsi. Par contre, j'insiste, la région Bretagne doit rester leader en élevage. La région Bretagne doit rester leader en élevage, y compris dans le plan Fit for 55 de l'Union européenne. Je l'ai dit à Franz Timmermans, le numéro 2 de la Commission européenne, il y a 3 semaines à Bruxelles, ou un mois. Nous n'avons pas à dételer sur l'élevage. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un litre de lait produit en Bretagne, sur un système herbagé, il est moins carboné qu'un litre de lait produit en stabu avec de l'aliment lointain en Italie ou dans le sud de l'Europe en général. Et donc, dans les choix de l'Europe pour réduire l'impact carbone de l'agriculture, il faut bien regarder la production de CO2 par unité produite. Et moi, je milite et je redis qu'on est bon, performant en lait sur la production lait en carbone. Nous sommes dans les leaders européens avec la Normandie et les Pays de la Loire et avec l'Irlande. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture irlandais que j'ai visité il y a quelques mois est sur la même stratégie que nous, d'offrir à l'Europe une souveraineté sur du lait bas carbone. Et il faut bien redire à nos éleveurs que dans la période, c'est une folie à moyen terme de basculer d'un système herbagé lait à un système céréales en se disant c'est fini le lait. C'est une faute pour l'avenir de l'Union européenne, c'est une faute pour l'avenir de la Bretagne, même si je sais l'angoisse des agriculteurs. Et avec le ministre de Normandie, nous travaillons sur ce sujet. Et sur les autres productions animales, porc et volailles essentiellement, nous devons aussi atteindre le zéro carbone. C'est indispensable parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Il y a les fermes, avant je disais ukrainiennes. Malheureusement, elles vont vivre des moments difficiles. Les fermes polonaises. Les fermes ukrainiennes, les fermes polonaises, les fermes russes, les fermes du sud des Amériques, où vous avez des unités de production à 1 million, 2 millions, 3 millions de têtes en volaille par élevage. Et on me dit qu'en Bretagne, quand je soutiens un poulailler de 100 000 têtes, je suis un horrible productiviste. Mais il faut regarder l'état du monde. Et il faut regarder notre dépendance à la protéine animale ailleurs. Et ça, ces sujets-là, il faut les mettre sur la table. Moi, je ne suis pas là pour dire je veux produire plus, je suis là juste pour dire on doit garder notre niveau de production. On a perdu 30% de notre cheptel volaille, 30% des poulaillers volailles en 20 ans. En 20 ans. 3 millions de mètres carrés supprimés. On ne les recréera pas. Certains citoyens disent c'est formidable. Oui, peut-être pour la Bretagne, mais on va produire ailleurs dans le monde. Et si l'eau monte en Pologne, si l'eau monte au Danemark, l'eau montera en Bretagne aussi. Donc ce sujet de la souveraineté est un vrai beau sujet. Donc il y aura moins de consommation de viande par tête de pipe pour modifier la ration de protéines et avoir plus de protéines végétales dans les assiettes, c'est certain. Mais la population mondiale augmente, la population française augmente, et la viande de volaille et la viande de porc ont encore un avenir. Et il faut regarder cela en étant le plus performant possible sur le carbone et le plus indépendant possible sur la protéine végétale. Et donc effectivement, notamment dans les régions centres ou les régions céréalières en général, il y a un vrai beau sujet de production de protéines végétales pour couvrir les 10-15% de dépendance que nous avons à la protéine soja ou à la protéine qui nous arrive d'ailleurs en dehors de l'Union européenne.
Merci pour effectivement votre réponse, Loïc Chenet-Girard. Et puis, dernière question, nous sommes au cœur du CEFIA, l'espace usine agro du futur. Quelques mots, c'est une des actions effectivement soutenues par la région pour donner des sources d'inspiration aux professionnels et trouver des solutions technologiques pour décarboner. Pour décarboner, pour produire mieux, pour produire des produits qui respectent l'attente du consommateur dans tous les domaines. Le One Health, la capacité de se nourrir à tous les prix avec des produits sains, tracés de qualité. Et quand je dis à tous les prix, c'est bien pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on doit être fier de notre agroalimentaire. C'est ce qui a permis à une grande partie de la population, on l'a oublié, de pouvoir faire autre chose de sa vie que de subvenir à ses besoins quotidiens. C'est ce qui a permis aussi à toute la classe moyenne et la classe populaire de se nourrir avec de bons produits. Et moi, je suis fier des produits qui sortent de nos usines. Il y a encore des efforts à faire, il y a encore du travail à faire sur plein de sujets, sur l'eau, sur l'énergie, on l'a dit, sur certains produits d'origine de synthèse dans l'agriculture. On va continuer à travailler là-dessus, mais soyons fiers de l'industrie agroalimentaire et faisons en sorte que cette industrie, comme d'autres, attire les jeunes. J'ai fait une intervention dans un lycée la semaine dernière. J'ai vu une centaine de gamins. J'ai dit, qui veut bosser dans l'agroalimentaire? Pas un n'a levé la main. Pas un n'a levé la main. J'ai passé un quart d'heure à leur expliquer que quand on veut construire un Rafale, ou quand on veut fabriquer un sous-marin, ou quand on veut fabriquer l'automobile de demain, on peut s'éclater aussi en fabriquant les usines et les outils industriels qui produiront l'alimentation du futur. Il faut redire ça dans nos écoles, il faut que vous accueilliez des troisièmes, il faut leur montrer vos beaux métiers et il faut encore une fois avoir un discours offensif pour faire en sorte que l'industrie européenne, française, soit à la pointe pour répondre aux enjeux de demain. Moi, j'y crois et la Bretagne, elle sera toujours là pour vous accompagner avec les acteurs de l'innovation qui sont ici présents sur le salon. Merci, on peut applaudir Loïc Chenet-Girard pour ses propos introductifs. Je retiens effectivement l'idée, on peut s'éclater au CEFIA, visiter l'espace usine agro du futur avec une palette d'innovations technologiques au service de la décarbonation.